Moi qui viens de rentrer dans le secteur jeunesse, il y a tellement de diversité que je me dis un jeune qui veut s'investir dans le secteur jeunesse, il y a une très grande diversité et après il faut que les jeunes puissent s'y retrouver dans cette diversité qui est en fait une force mais une faiblesse en même temps. Bonjour et bienvenue à tous. Dans ce podcast, nous allons aborder la visibilité du secteur jeunesse en Belgique. Nous allons parler de comment mieux reconnaître le travail de jeunesse et comment faire découvrir aux jeunes les nombreuses opportunités de ce secteur. Je m'appelle Louise Verberen, je travaille depuis quelques mois en tant qu'assistante de communication à la coordination CRH, la Fédération des centres de rencontres et d'hébergement. Pour m'accompagner dans ce podcast aujourd'hui, il y a Adrien Poli, Pierre Evrard et Béatrice Ciaobagno. Adrien, peux-tu te présenter ? Bonjour Louise, bonjour à tous. Je suis assistant politique et chargé de communication à la Fédération des organisations de jeunesse libérales Jeunes et Libres et je suis également président de la commission consultative des organisations de jeunesse, la CCOJ, qui est un peu la caisse de résonance du secteur des OJ, dans lequel nous abordons toute une série de questions qui sont liées donc à l'actualité du secteur jeunesse, de notre public. Nous répondons également à des sollicitations du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur des projets d'appel à projets plus exactement. Et parfois également nous emparons de thématiques que nous estimons importants et nécessaires dans l'intérêt de notre public, de nos associations. Très bien, merci. Est-ce que Pierre, tu peux également te présenter ? Et bonjour, je suis le responsable de la Fédération des centres de jeunes en milieu populaire, organisation de jeunesse reconnue par la communauté française. Nous gérons principalement des centres de jeunes, maisons de jeunes, centres de rencontres d'hébergement. Je suis le président de la commission consultative des maisons et centres de jeunes. Et enfin, Béatrice, est-ce que tu peux te présenter ? Moi, c'est Béatrice et je suis actuellement chargée de la communication du Bureau international jeunesse, autrement connu sous le nom du BIJ. Nous sommes un service public de Wallonie-Bruxelles International, co-géré par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et on gère des programmes internationaux pour les jeunes, mais également nationaux, donc afin de les accompagner sur des projets individuels de développement personnel, professionnel, mais également des projets en groupe, des projets citoyens. On a également une autre casquette qui est celle de l'Agence nationale des programmes européens pour la jeunesse et le sport. On gère les financements européens pour Erasmus+, et le Corps européen de solidarité qui permet aux jeunes et aux groupes de jeunes, aux organisations de jeunesse d'organiser de nombreux projets. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'aimerais, pour commencer, avoir votre vision de l'état actuel du secteur de la jeunesse ainsi que ses principaux défis. À l'heure actuelle, il existe 105 associations qui disposent d'un agrément organisation de jeunesse délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au travers de ces organisations de jeunesse, nous réalisons des missions qui nous ont été confiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles au travers du décret organisation de jeunesse. Moi qui viens de rentrer dans le secteur jeunesse, il y a tellement de diversité que je me dis un jeune qui veut s'investir dans le secteur jeunesse, il y a une très grande diversité et après il faut que les jeunes puissent s'y retrouver dans cette diversité qui est en fait une force mais une faiblesse en même temps. En effet, c'est une des grosses difficultés, c'est de présenter le secteur jeunesse de manière uniforme, d'utiliser un seul moyen ou plutôt un seul axe de communication pour essayer de présenter tout le secteur des OJ. Pour moi, c'est carrément impossible. Et donc, les fédérations d'organisations de jeunesse se sont retrouvées au sein d'un projet interfédération qui s'appelle OJ.be. C'est un site internet et plus exactement une plateforme sur lequel on va retrouver l'ensemble des organisations de jeunesse ainsi que les activités qu'elles proposent. C'est un site qui est participatif, donc ça nécessite en fait que les membres, tous les OJ en fait l'alimentent d'elles-mêmes et que ça permet en fait d'avoir une plateforme commune qui est principalement à destination du monde de l'enseignement, avec lequel nous avons beaucoup de liens qui sont parfois institutionnels, mais c'est surtout de liens organiques. Et donc cette plateforme OJ.be, vous pouvez vous y rendre, vous allez retrouver l'ensemble des OJ, l'ensemble pour certaines des activités qu'elles proposent, qu'elles réalisent et des moyens de contact. Est-ce que Béatrice, tu peux nous présenter peut-être ta vision de l'état actuel du secteur jeunesse et donc aussi parler des principaux défis du secteur ? Comme Adrien a décrit tout le paysage institutionnel, pour moi, de ce que je vois depuis 1 an et demi travaillant dans ce secteur-là et avant ne le connaissant pas, c'est qu'il y a un réel manque d'information et d'intersectionnalité entre les différents secteurs qui s'occupent des jeunes. Les organisations de jeunesse et toutes ces structures touchent toujours les mêmes publics, j'ai l'impression,
l'impression, les publics déjà engagés, les publics qui connaissent, connectés aux gens qui travaillent. Donc c'est assez niche en fait le secteur jeunesse, alors que les jeunes ne sont pas du tout niche. Et donc vraiment c'est ce manque d'accessibilité à l'information, parce que de l'information il y a, et le secteur jeunesse en Belgique, je le trouve très développé personnellement. J'ai l'impression que même les jeunes qui sont engagés, ils sont engagés un petit moment, puis on les perd, on n'arrive pas à les garder, ou bon après ils deviennent des jeunes adultes et donc ils ont une vie, ils ont plus le temps de s'engager autant. Donc vraiment voilà, toujours attirer de nouveaux publics, mais pour attirer de nouveaux publics, il faut toujours mettre en place des nouvelles façons de communiquer, d'informer, d'ouvrir le secteur, et vraiment cette intersectionnalité entre le milieu de l'éducation, par exemple. Les jeunes sont là-bas, donc collaborer avec le secteur jeunesse plus informel. Dans le cadre actuel de l'État, je peux constater plusieurs choses. Un, je vois que le nombre de centres de jeunes est insuffisant par rapport à la demande, puisque toutes les communes en Belgique francophones, entendons-nous bien, ne sont toujours pas couvertes. Et rien que sur Bruxelles, je pense que la démographie galopante fait que le nombre de structures évolue trop peu par rapport à l'évolution du nombre de jeunes qui est en demande ou en attente de pouvoir être encadrés ou de participer à des activités socio-culturelles. Je pense que si les structures jeunesse sont si méconnues et que les jeunes ne savent pas où trop aller, c'est parce qu'il n'y a pas eu ce partenariat avec les écoles, où on aurait pu avoir une présentation de nos structures dans les écoles. Il y a bien quelques initiatives locales où quelques maisons de jeunes sont en relation avec les écoles qui les entourent, et ils ont l'occasion de pouvoir venir faire le tour des classes et de présenter un peu le fonctionnement de la structure. Mais il est clair que malheureusement c'est faible. Nous avons trop peu de moyens pour pouvoir faire de la promotion à grande échelle de ce qu'on est ou de ce qu'on propose. Alors Béatrice, est-ce que tu sais nous expliquer comment tu as découvert les opportunités dans le secteur de la jeunesse? Et après peut-être qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour attirer les jeunes au sein du secteur? Je suis tombée vraiment par hasard dans le secteur de la jeunesse, et aujourd'hui j'y suis assez bien installée. Mais c'est à la fin de mes études, je cherchais un boulot et j'en ai pas trouvé tout de suite, parce que ça aussi, l'employabilité des jeunes est un peu compliquée pour tous les niveaux d'études, je dirais. J'ai découvert vraiment ce secteur jeunesse qui est très très large, que j'aurais aimé connaître peut-être un peu avant pour m'impliquer, parce que j'ai commencé à m'impliquer dedans grâce à mon emploi, et même en dehors de mon emploi, je suis aussi membre du Forum des jeunes, donc qui est un autre organe du secteur jeunesse, qui est le porte-parole des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est comme ça que je l'ai découvert, et de fil en aiguille, j'ai découvert plein d'opportunités. C'est là où nous on travaille pour essayer de faire connaître le BIJ, mais aussi les structures de jeunesse et les opportunités que les jeunes peuvent avoir, aussi les centres d'information de jeunes, les AMO, tout ça peine à être connu, et voilà, on essaye de profiter des canaux qu'on a à notre disposition, donc les réseaux sociaux, mais également se déplacer de plus en plus sur place. Je trouve que la dynamique qu'on donne à son emploi et à sa fonction, c'est ça qui va déterminer ce que tu fais. Si tu passes ta vie derrière ton bureau, évidemment que tu vas pas découvrir de nouveaux publics. Donc moi, je suis partisane pour aller sur le terrain le plus possible et parler aux jeunes, rencontrer ces jeunes, être à l'écoute, être ouverte. Nous, au BIJ, on a un espace accueil où les jeunes peuvent venir avec ou sans rendez-vous. Et là, on les écoute. Même si leur projet ne rentre pas dans nos cases, alors on les redirige. On les redirige soit vers des centres d'information, soit vers la structure qui va leur donner la possibilité. Donc on reste pas dans notre petite case où on voit que ce qu'on peut faire avec le BIJ, mais on leur propose rien ailleurs. Non. Et donc, est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait être amélioré pour justement que les jeunes se tournent plus vers le secteur jeunesse? Plus d'argent dans la communication. Ça, c'est toujours un peu le petit oublié, je trouve. En tout cas, dans le service public, je trouve qu'il y a beaucoup qui se fait, mais pas beaucoup qui est communiqué. Et au final, c'est ça qui fait que l'information tourne toujours au sein du même public. Nous, on a une grande priorité sur les JAMO, donc les jeunes ayant moins d'opportunités, et les NEET, c'est les personnes qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Donc voilà, ça c'est vraiment notre priorité, mais là encore, c'est un grand défi. Comment les toucher? On essaye de travailler avec plein de structures pour cibler au maximum. Alors, moi, je travaille pas avec des jeunes, donc je travaille dans une fédération, on est plutôt, on dit, de deuxième ligne, on travaille avec des travailleurs qui travaillent avec des jeunes. Il y a en effet une difficulté d'attirer des jeunes vers le secteur jeunesse, c'est une réalité qu'on perçoit, pas seulement dans notre fédération, mais en discutant avec des acteurs de terrain. Mais il y a une autre difficulté qui est liée à la première, c'est la fidélisation des volontaires, des jeunes et des participants. Parce que qu'on les a attirés, je vais dire ça comme ça, après il faut réussir à ce qu'ils s'investissent dans le projet, qu'ils gardent cette motivation et qu'ils
je veux dire, même progresse, entre guillemets, au sein de la structure. Quand je dis progresser, ça veut dire s'impliquer toujours davantage, recevoir toujours davantage de responsabilités. Ça fait partie des missions qui incombent aux organisations de jeunesse, de former des citoyens responsables. Et ça, c'est un problème qui touche beaucoup d'acteurs de terrain. Et je parlais tantôt de la diversité chez les opérateurs. Peu importe la thématique, peu importe le mode de fonctionnement, tous disent il y a un souci de fidélisation et il n'y a pas de formule magique. Moi, peut-être, je veux rebondir sur peut-être des éléments à avoir et à mettre en place pour fidéliser ces jeunes. C'est déjà que la participation et l'engagement ne devraient pas coûter de l'argent aux jeunes qui veulent s'investir, donc devraient être gratuites. Au moins, voilà, les transports, le logement, s'il faut aller quelque part pendant quelques jours, voilà, tout ça, le jeune devrait être défrayé parce que s'engager et participer ne devrait pas être payant. L'engagement est censé être flexible et que le jeune s'engage à la hauteur de ce qu'il peut donner, donc tant en temps qu'en énergie. Et voilà, je pense que cette flexibilité-là aujourd'hui est demandée parce qu'on a tous des activités différentes et un emploi du temps différent. Donc peut-être s'engager à son échelle, à son niveau, c'est permettre cette flexibilité et cette gratuité. Dans le cadre de l'engagement des jeunes, je pense que les lois qui régissent un petit peu le domaine des associations sans but lucratif dans lesquelles on se trouve ont beaucoup évolué et que les prises de responsabilité dans l'engagement des jeunes est devenu quelque chose d'assez difficile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes qui s'investissent, puisque de par nos décrets, nous avons l'obligation d'avoir soit des moins de 35 ans dans les structures, soit des moins de 26 ans dans les structures au niveau des conseils d'administration. Et c'est vrai que la prise de responsabilité, puisque elle est aujourd'hui légalement au niveau pénal et civil, ce qui fait que les jeunes s'engagent avec quand même une série de risques. Même si j'ai pas entendu beaucoup d'associations jeunesse qui ont été embêtées ces 25-30 dernières années, mais ça reste toujours une difficulté. D'autre part, je pense que beaucoup de jeunes qui s'investissent dans le cadre des activités le font généralement de manière volontaire et bénévole. Ils sont parfois défrayés, puisque ça leur est permis, mais ils ne sont pas toujours informés qu'il y a ce genre de possibilités. Comme il y a toute une série de possibilités, comme l'article 17 au niveau des qualités d'engagement professionnel, je parle ici, des différentes possibilités qui existent, mais les institutions ne sont pas spécialement au courant, parce que forcément la gestion de l'emploi est devenue tellement complexe aujourd'hui que ça freine un petit peu les choses. Et je terminerai en disant que au niveau professionnel, on voit quand même qu'il y a une forte évolution du nombre de travailleurs dans notre secteur. Ça représente quand même aujourd'hui, je dirais à peu près 6000 travailleurs jeunesse. Les gens qui arrivent dans notre secteur, comme il n'y a pas d'études spécifiques pour apprendre d'autres métiers, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. Et au quotidien, on a plutôt dans l'enseignement une vision sociale des choses et une version culturelle, généralement, c'est très faible. On en voit peu. Et donc, il n'y a pas de parcours scolaire qui nous permet d'arriver chez nous. Et les gens qui viennent travailler dans notre secteur, c'est parce qu'ils ont eu à un moment, de près ou de loin, un contact avec nos structures. Et donc, on reste toujours dans un parcours qui est sensiblement le même. Et on constate que depuis le Covid, beaucoup de jeunes qui étaient là, enfin de travailleurs qui étaient là sur le long terme, changent de mentalité, changent de cadre de vie. Et donc les gens qui restaient avant sur de nombreuses années, la tendance s'inverse. Alors, je voudrais aussi vous poser la question par rapport aux canaux de communication que vous trouvez les plus efficaces pour atteindre les jeunes aujourd'hui. Ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, en particulier Instagram et TikTok, mais nous ne pouvons pas utiliser TikTok étant donné que nous sommes un service public et qu'il y a eu une note voilà, ce n'est pas possible. Mais donc Instagram, on essaie de l'exploiter au maximum, on essaye de jouer sur le visuel, sur la vidéo qui aujourd'hui est tendance, sur les vidéos rapides, les vidéos témoignages, face cam de jeunes, des vidéos sous-titrées aussi parce que tout le monde ne peut pas toujours mettre le son. Enfin, il y a des gens qui sont malentendants, etc. Donc on essaye de s'adapter. On a aussi essayé de travailler avec des influenceurs. Donc là, c'est encore une fois, c'est cette question de budget. Tu peux pas travailler avec des influenceurs tout le temps. Tu dois bien choisir tes campagnes sur lesquelles tu vas investir cet argent-là. La presse, non, on a fait l'expérience et on s'est dit que ça fonctionnait pas trop pour l'investissement qu'il y a eu. Ça n'avait pas amené grand-chose. Ce qui fonctionne vraiment, ce sont les vidéos avec des personnalités un peu plus connues. Ça aussi, c'est bon. Les communiqués de presse, ça fonctionne. Plusieurs médias qui vont relayer cela et ensuite le bouche à oreille, peut-être les parents vont en entendre parler, en parler à leurs enfants, etc. Donc voilà, on essaie de multiplier les canaux. Il faut
multiplier les canaux, ça oui, il ne faut pas rester cantonné au seul canal de son service, donc ses pages, son site, parce que là tu vas toucher toujours le même public. Mais je pense qu'il y a un angle mort dans cette analyse de la communication qu'on parle avec les jeunes, c'est de percevoir le jeune comme quelqu'un qui, je dis le jeune, mais comme un jeune comme quelqu'un d'isolé. Or, on a tous des relations sociales et la communication à destination des jeunes ne doit pas forcément, pour moi, passer uniquement par le médium qui est très efficace, des réseaux sociaux à leur destination, mais également être une communication qui est à destination des parents. Parce que, mine de rien, parmi les jeunes, tous les jeunes ne sont pas autonomes. C'est-à-dire que des enfants, par exemple, je vais prendre le cas d'Oji chez nous, qui font des stages à destination des enfants. Ce ne sont pas le premier public directement pour les sensibiliser, ce n'est pas directement l'enfant en tant que tel, ce sont avant tout les parents. Et donc, il y a une communication qui se met en place à destination des parents, par exemple par Facebook. Alors on dit Facebook, c'est vrai que c'est plus un réseau social utilisé par les jeunes aujourd'hui, mais qui est utilisé davantage par les parents. Et c'est un moyen aussi d'atteindre le jeune. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un angle mort qui est parfois oublié, qu'il ne faut pas négliger dans la communication à destination des jeunes. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question sur les outils que vous pensez que chaque travailleur de jeunesse devrait avoir pour être plus efficace ou même mieux reconnu. Une baguette magique, C'est une ça, idée. ce serait bien. Oui. Bah, Et je la pense- baguette magique pour faire quoi? pour faire changer les choses. Il me semble que nos animateurs, en tout cas nos professionnels du secteur de la jeunesse, ont été très sensibilisés à l'éducation permanente et donc à leur propre parcours personnel et à leur formation. Donc ça, je pense que c'est un outil qui est très utilisé chez nous, c'est la formation continue. Même s'il y a des obligations dans les décrets, je pense que les travailleurs s'investissent beaucoup plus que le minimum strict demandé par le gouvernement. Et nous avons en plus des subventions du fonds 4S, je pense que c'est important de le citer aussi, qui nous permettent de soutenir en tout cas nos initiatives de formation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il me semble que ce sont les échanges de pratiques professionnelles, qui est un outil assez magnifique et remarquable, où les gens, sans prendre de formation externe, sont capables de s'échanger des pratiques et surtout de pouvoir rebondir ensemble. Alors parfois, ça fait un peu thérapie de groupe quand les gens se rencontrent, parce que forcément, on aime partager les effets positifs comme les effets négatifs. Mais d'autre part, je pense que la co-construction commune d'une vision des choses et la création d'outils par les gens du secteur, en tout cas, permettent une évolution intéressante. Il y a une formation qui s'appelle le BAGIC, qui est le brevet d'aptitude à la gestion des institutions culturelles, qui était spécifiquement développé par les fédérations de centres de jeunes, avec des contenus spécifiques qui permettent de donner en 2 ans un grand bagage qui permettent aux coordonnateurs, donc les directions, de pouvoir évoluer. D'un autre côté, dans les mouvements de jeunesse ou ailleurs, il y a quand même le brevet, le BACV, c'est pour les centres de vacances qui forment les jeunes. En dehors de ça, dans le secteur de l'enseignement, il y a une 5e et 6e en animation socioculturelle qui existe au niveau du secondaire et il y a maintenant un graduat qui existe et qui permet de pouvoir faire ça. On nous demande d'être très polyvalent dans notre secteur. Et donc aujourd'hui, un travailleur doit être capable de faire de la psychologie, de faire du social, de faire du culturel, de pouvoir faire de l'administratif qui devient tellement important aujourd'hui dans notre vie que ça devient même contraignant, je pense. Et il n'y a pas d'école pour vous apprendre tout ça. A contrario, ce que je trouve intéressant dans le cadre de la professionnalisation, c'est que nous, dans notre commission paritaire, nous ne sommes pas liés au diplôme. Nous sommes liés aux fonctions et que donc il n'y a pas besoin de diplôme spécifique pour venir dans notre secteur. C'est en fonction du cadre de travail que vous effectuez que vous êtes rémunéré. Et donc, heureusement, il n'y a pas de lien avec les diplômes. Sinon, ce serait un vrai frein dans notre secteur. Béatrice, tu veux réagir? Oui, et de manière très courte sur les outils et surtout les formations. Le BIGE, enfin je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est vraiment à titre informatif. Le BIGE ne s'occupe pas que des jeunes, mais aussi des travailleurs de jeunesse. Et une de ses priorités, c'est le secteur jeunesse et l'impact sur le secteur jeunesse. De par les programmes européens qui sont sous notre gestion et ces financements-là, c'est juste qu'il faut aller sur notre site, s'informer un peu, voir en tant qu'organisation, en tant que travailleur de jeunesse ce que je peux faire, parce qu'il y a des formations et des formations pour les travailleurs de jeunesse au niveau européen. Donc c'est aller en Allemagne, en Lituanie, même en France, se former aux côtés d'autres travailleurs de jeunesse européens, échanger, faire l'échange de bonnes pratiques comme Pierre le disait. Les critères ne sont pas compliqués à remplir. C'est juste que le processus administratif est un peu long, mais si on a une idée derrière la tête et qu'on manque de financement pour le faire, il y a ces financements européens qui sont disponibles pour des projets de longue durée. Donc voilà.
Alors pour moi, la ressource qui m'a le plus aidée depuis que j'ai commencé dans le secteur jeunesse, c'est une formation qui expliquait le secteur jeunesse, en fait. Parce que quand je suis arrivée, c'était très complexe. J'entendais mes collègues parler avec justement CCOJ, CCMCJ, plein d'abréviations comme ça que je comprenais absolument pas au tout début. Et donc j'ai suivi une formation, je crois que c'était 2 journées complètes où j'apprenais la construction du secteur jeunesse. Donc ça me permettait aussi de moi voir où je me situais en fait dans le service. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de moi? Qu'est-ce que, en effet, je pouvais, vers qui je devais me tourner pour certaines choses ou d'autres, etc. Donc c'est vrai que ça, je sais que c'est pas obligatoire pour tous les travailleurs jeunesse qui rentrent dans le secteur, mais pour moi, c'est vraiment la ressource qui m'a le plus aidée. On arrive à la fin de ce podcast. Je remercie Adrien, Pierre et Béatrice pour leur participation. On espère que cet épisode vous aura plu et on vous invite à écouter les prochains épisodes de la série.